Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Il va jouer qui est pendant. Ça va être so bagène ya lelo soki to bamoni biso na place moko to bazana posa na biso ezalaka rien que pour te faire ça. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont difficilement éduqués. Pas la propriété pour une femme, c'est de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue. De vous informer, former, c'est notre devoir. Bon week-end, bon matin. Bienvenue à cette émission qui ne cesse de vous mettre au parfum des activités marquant la jeunesse de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, à la découverte de la littérature congolaise, nous allons juste découvrir avec vous si l'écriture en RDC, est-ce que c'est un métier comme les autres métiers? Une question posée, vous aurez des réponses tout de suite. Alors, l'apport aussi des écrivains congolais face à la crise sécuritaire et au développement de notre beau et cher pays, la RDC, 64 ans après. Une question aussi posée. Vous aurez des réponses tout de suite avec notre invité. Il est le poète de la nation, Daniel Mukubi, auteur de plusieurs ouvrages. Je vais intituler juste quelques ouvrages, entre autres Mon cri, cri de mon peuple, L'univers à l'envers. Aujourd'hui, de retour avec une nouveauté sur les interdits. Bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour, merci Madame la journaliste. Comment allez-vous? Ouais, je vais bien par la grâce de Dieu. Ouais. Cri, cri de mon peuple. Mes écrits, cri de mon peuple. Ouais. Ça a quand même été à la hauteur et surtout face aux réalités sur le terrain. Sans pourtant oublier qu'il est natif aussi de l'Est de la République démocratique du Congo, les témoins, pas gênants, mais les témoins vrais et véritables de toute façon. Pour tout ce qui se passe, les empreintes à faire. Ah, justement, en fait, c'est le premier ouvrage qui a permis que nous puissions être reconnus sur la scène littéraire au niveau national. Et nous avons essayé de traduire les souffrances, la misère, la douleur du peuple en écrit. Et c'est pourquoi cet ouvrage avait été intitulé « Mes écrits, cris de mon peuple ». Tout ce qu'on est en train de traverser, pillage, carnage, violence, viol, vol et tous les maux qui rongent les pays, alors on a synthétisé ça, on a vu la douleur du peuple, on l'a traduit en écriture et le peuple a retrouvé son compte, d'où on a commencé à nous donner l'appellation de poète de la nation. Que sentez-vous de votre côté si le peuple se retrouve, vous étant aussi initiateur de ces écrits, en fait, de vos écrits sur terrain, que sentez-vous? En fait, c'est une fierté parce que déjà on s'identifie à travers le peuple et on fait partie du peuple. Et si on ne ressort pas ce cri d'alarme, alors le monde va continuer à croire que nous n'avons droit qu'au pire, nous n'avons droit qu'à la douleur, nous n'avons droit qu'au malheur et à la pauvreté. Alors, il faut traduire cette douleur en force et finalement faire en sorte que le peuple dise, malgré les difficultés, malgré tout ce que nous traversons comme péripéties de la vie, il y a un grain d'espoir quelque part et le soleil va finir par apparaître. Vraiment. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où il y a toujours des cris, en gauche, à droite, ainsi, et de suite. De toute façon, l'univers à l'envers. Ouais. Ce n'était pas en fait juste un rêve, mais une réalité en face du monde, s'il faut le dire ainsi. Justement, l'univers à l'envers, c'est regarder comment est-ce qu'évolue la situation au niveau mondial aujourd'hui. Les valeurs sont inversées. Ce qui était valeur aujourd'hui devient anti-valeur. Ce qui était anti-valeur commence à être propulsé vraiment vers les brindilles visibles
pour que ça soit connu comme valeur. Par exemple, aujourd'hui, détournement, corruption, et c'est en fait présenté comme de la valeur. Et si tu n'as pas détourné, si tu n'as pas corrompu, on te voit comme quelqu'un d'un autre âge. En fait, aujourd'hui, par exemple, si tu n'es pas, par exemple, dans l'homosexualité, on te voit comme quelqu'un qui ne marche pas avec le monde. Et on s'est dit, on va où? On va où? Et c'est ce que je dis, l'univers à l'envers. Ce qui était connu comme, en tout cas, vraie valeur de l'humanité, comme valeur civique et morale, aujourd'hui est torpillé, foulé aux pieds. Et ce qui était connu comme détournement de la société, c'est ce qui est présenté comme valeur. Et ça, il faut l'accepter comme étant les horaires de toutes les façons de la vie humaine. S'il faut corriger, par où faut-il commencer? Il faut commencer par l'homme, son esprit, son mental, sa perception de la vie. Et c'est ce que nous essayons de faire avec l'écriture, donner à l'homme la possibilité de réfléchir et de croire qu'il est encore possible de changer des trajectoires et de revenir aux valeurs initiales. Alors, je ne peux pas commencer directement avec les interdits parce que c'est ça qui fera juste l'objet de notre émission de ce matin à la découverte de la littérature congolaise avec vous. Partant d'abord de mon énoncé sur l'écriture en République démocratique du Congo, si c'est un métier comme les autres métiers, quel regard portez-vous d'abord de la littérature congolaise? La littérature congolaise est toujours en pleine évolution depuis des siècles, parce que la littérature congolaise, en tout cas, suit le cours de la littérature africaine et même de la littérature mondiale en général. Vous vous souviendrez que plusieurs millions étaient déportés de l'Afrique vers l'Amérique latine lors du commerce triangulaire, lors de la traite des Noirs. Et là, ils étaient vraiment donnés à des travaux forcés. Et c'était donc des esclaves qui travaillaient dans des plantations, dans des champs. Et là, on les maltraitait en fait, on les traitait comme du bétail. On les traitait comme des bêtes de somme. On les traitait pas comme les humains. On les coupait même les mains. Parce qu'ils n'ont pas compris quelque chose. Vous voyez? Alors, dans ces champs-là, dans cette servitude, ils ont commencé à écrire et à transformer leurs écrits en chants. Et c'est ce qu'on a appelé les jazz, les blues, les negro spirituals. Et c'est ce qui a commencé à faire comprendre aux Blancs, à l'homme qui maltraitait l'homme, qui était un loup pour l'homme, que non, la vie, c'est la vie. Et que l'homme noir aussi est un être humain comme tout autre. Et que la couleur de la peau ne signifie absolument rien. Ce qui compte, c'est le sang qui coule dans nos veines. Ce qui compte, c'est l'âme humaine qui loge dans l'homme. Et c'est ce que, en République démocratique, finalement, les gens ont compris. Tout ce que nous avons aujourd'hui, qu'on ne vous trompe pas, en République démocratique du Congo, c'est le fruit de la littérature. Commençons par l'indépendance. En 1959, déjà, Patrice Emery Lumumba va écrire un poème intitulé « Pleure au noir, frère bien-aimé ». Et c'est ce poème-là qui a amené l'indépendance. Peut-être je peux vous lire un extrait de ce poème. Je vous en prie, pas mal. Et c'est une année avant l'indépendance qu'il l'écrit. Il dit « Ô noir, bétail humain depuis des millénaires, tes cendres s'éparpillent à tous les vents du ciel, et tu bâtis jadis les temples funéraires où dorment les bourreaux d'un sommeil éternel. Poursuivis et traqués, chassés de tes villages, vaincus dans des batailles où la loi du plus fort, dans ces siècles barbares et rap de carnage, signifiant pour toi l'esclavage ou la mort, tu t'étais réfugié dans ces forêts profondes, où l'autre mort guettait sous son masque fiévreux, sous la dent du félin. Et vous vous souvenez, on a ramené seulement sa dent. Il en parlait déjà, c'est comme un prophète. C'est comme un prophète. Ou dans les trentes immondes et froides du serpent, t'écrasant peu à peu.
Et puis s'en vint le blanc, plus sournois, plus risé et rapace, qui échangeait ton or pour de la pacotille, violentait tes femmes, enivrant tes guerriers, parquant dans ses vaisseaux tes garçons et tes filles. Donc en fait, et pour finir, à la fin, il écrit quoi? Il écrit ceci: l'avenir heureux que promet la délivrance. Les rives du grand fleuve, pleines de promesses, sont désormais tiennes. Cette terre et toutes ses richesses sont désormais tiennes. Et là-haut, le soleil de feu dans un ciel sans couleur, de sa chaleur étouffera ta douleur. Ses rayons brûlants sécheront pour toujours. Larmes qu'ont coulé tes ancêtres, martyrisés par leur maître tyrannique, sur ce sol que tu chéris toujours. Et tu seras du Congo une nation libre et heureuse au centre de cette gigantesque Afrique noire. Ça a été de toute façon un très bon poème de la part de Patrice Emery Lumumba. Paix à son âme, nous sommes fiers de vous. Sentez-vous, je vais prendre juste quelques mots, la délivrance. Oui. Un peuple aurait pu voir la délivrance, en fait je ne sais pas moi. Justement. Sentez-vous la délivrance de l'écriture congolaise? Sentez-vous la délivrance de son pays qu'il a légué en fait comme héritage? En fait, Lumumba voyait le Congo grand, fort et prospère. Et il avait écrit à la dernière lettre à son épouse: je veux qu'on enseigne à mes enfants que le Congo est grand et prospère. Et c'est ça que nous devons toujours intérioriser. Peu importe ce que nous voyons, qui n'est pas sur la trajectoire tracée par les pères de l'indépendance, ce qui nous maintient à vie, c'est l'espoir d'un avenir meilleur, des lendemains qui chantent. Quelle est la place qu'occupe aujourd'hui la littérature congolaise sur le plan international? Sur le plan international, la littérature congolaise a sa place, bien, en tout cas sa place de choix. Parce que quand vous voyez par exemple des écrivains comme Valentin Yves Mudimbe Vumbiyoka, et il a vraiment influencé la littérature française en général. Et ça montre que déjà, quand vous voyez les écrits de Mobutu, déjà, façonnaient même l'Académie française. Quand vous voyez les écrits, on peut prendre même les écrits tout récemment de beaucoup d'écrivains congolais. Je peux citer le professeur Kamana. Ce sont des écrits qui montrent au monde la façon de voir les choses du Congolais au niveau international. Est-ce que c'est un métier? C'est vraiment un métier. C'est un métier, mais qui a ses exigences. Et le minimum requis pour faire de la littérature un métier n'est pas encore réuni au niveau national, ce qui fait que les écrivains s'évadent. Ils s'évadent, c'est-à-dire ils embrassent d'autres domaines en faisant de la littérature un sous-métier. Et donc, quand ailleurs, on a des écrivains qui ont des primes, qui ont en fait le minimum pour survivre, qui ont en fait quelques comptes bancaires, ici chez nous, on n'en a pas. On n'a pas d'espace d'expression. C'est la classe politique qui vous fait défaut de toute façon de financement. Absolument, c'est la classe politique qui doit assainir les milieux littéraires. En fait, quand on a un ministre des culture et des arts, tout ce qu'il devrait faire, c'est d'abord prendre l'art dans sa dimension la plus grande possible qui soit. Et faire en sorte que la littérature s'exprime. Parce que quand la littérature s'exprime et le littérateur exprime ses idées, à ce moment-là, il communique la vie au peuple. Il communique la vision aux dirigeants. Et il est le pont qui unit le peuple aux dirigeants. Il trace le chemin du développement, le chemin du bonheur, le chemin du bien-être. Et c'est pourquoi il y a Victor Hugo qui l'a compris et il a dit à son peuple que le poète est un passeur sacré. Il a poursuivi en disant que le poète, en des jours impies, vient préparer des jours meilleurs. Il est l'homme des utopies, les pieds ici, les yeux ailleurs. Et il continue en disant que Dieu parle à basse voix en son cœur.
Et que donc, le poète ou bien le littérateur, c'est un messager de Dieu pour son peuple. La littérature comme l'écriture en République démocratique du Congo comme un métier, quels sont les enjeux et les dangers? Les enjeux, c'est la traduction du vouloir et de l'esprit commun du peuple en écriture. Parce que sans écriture, il n'y a rien. Ni formation, ni information, ni la vie, ni l'homme. Imaginez-vous si rien n'était écrit, que serions-nous? Là, ce sont juste les enjeux. Ça, c'est les enjeux. Okay. Les dangers, c'est que la littérature, si elle est prise par les inciviques, elle devient un moteur de destruction du peuple, une bombe à retardement. Elle communique les idées erronées, elle communique les faussetés, alors que la littérature a pacte avec le bien, le beau et le vrai. Et à ce moment-là, le peuple est détourné par ces adeptes de la littérature qui sont en fait des mercenaires, qui ont embrassé la littérature pour se donner de la place et se servir de la littérature pour trouver une certaine considération sociale, mais qui en réalité ne sont pas de vrais littérateurs. Parce qu'un vrai littérateur reste vrai en lui-même. Vous voyez Léopold Sédar Senghor, il a en tout cas transcendé tous les échelons de la vie jusqu'à devenir président de la République, mais il n'a pas voulu mourir en tant que président. Il a préféré mourir comme poète. Pour finir avec d'abord le tout premier sujet sur l'écriture en République démocratique du Congo, si c'est un métier, que préconisez-vous comme étant résolution à cette thématique? La résolution, c'est d'abord commencer par placer à la tête de la République quelqu'un qui comprend le bien fondé de la littérature. Et aussi placer à la tête du ministère de la culture et des arts quelqu'un qui comprend la culture dans son ensemble comme le tout de l'humanité et du peuple congolais, et les arts en général comme un facteur de développement. En fait, sous d'autres cieux, l'art est un instrument de développement. Et on investit dans l'art. Quand vous avez vu les Jeux Olympiques ici, vous vous dites, avec ça, on fait des milliards. Avec la littérature, par exemple, quand vous voyez beaucoup de prix Nobel, en fait, de la littérature, ils traduisent en fait l'esprit profond incarné dans le peuple. Et c'est ce que nous devons faire, c'est-à-dire donner aux littérateurs les moyens, les outils de travail, l'espace d'expression. Voilà, nous tournons notre première page sur l'écriture en République démocratique du Congo comme étant un métier. Nous ouvrons juste une nouvelle page. Cette fois-ci, c'est vraiment profonde par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays, la République démocratique du Congo, surtout en se référant aussi de ce nouveau ouvrage sur les interdits. De quoi s'agit-il? C'est de l'apport des écrivains congolais face à la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo et au développement de cette nation. Est-ce que ça casse ou bien ça passe? Donc notre invité poète de la nation, Daniel Mukoubi, est le mieux placé à pouvoir juste nous décrire de toutes les façons, surtout sur cette thématique. Mais avant tout, quel regard portez-vous? En fait, le regard que je porte, c'est ce que j'ai toujours cru, que la littérature finira par trouver sa place de choix dans le concert de la nation congolaise et jouer véritablement son rôle de transformateur social. Votre rapport de toutes les façons, parce que vous êtes le mieux placé comme étant invité à ce plateau spécial, je l'avais déjà invoqué, intuité par-ci par-là, que c'est vraiment un plateau spécial aujourd'hui avec vous. Alors, quel est votre apport comme étant écrivain? En fait, bien que je vous ai directement, que dirais-je,
poigner les doigts en face parce que vous êtes en face de moi, mais d'une manière un peu générale, quel est l'apport des écrivains congolais sur tout le plan? Je vais d'abord sur tout le plan. L'apport de l'écrivain congolais, c'est traduire la vie du Congolais en texte et montrer aux Congolais la trajectoire d'une vie qui se doit d'être. Quand on voit en fait l'écriture congolaise en général, c'est vraiment très très profonde. Et nous, en tant qu'écrivains, nous communiquons l'esprit du développement, l'esprit de l'épanouissement et l'esprit de la paix. Surtout, nous en avons besoin dans notre pays. J'ai écrit dans l'univers à l'envers que je ne peux pas commencer à chanter la beauté de la nature, commencer à vanter, en tout cas, les bienfaits de la culture tant que mon peuple est encore sous le choc des bombes qui tombent ça et là et qui font succomber beaucoup d'êtres humains, tant qu'il y a les crépitements de balles matin, midi, soir, tant qu'il y a les enfants qui n'empruntent pas le chemin de l'école parce que envahis par des terroristes, alors à ces moments-là, nous communiquons au monde que l'heure est grave en République démocratique du Congo et par nos écrits, nous réclamons la paix, nous réclamons la liberté, nous réclamons en fait la libération du peuple. Et c'est ainsi que dans ce livre, Les Interdits, j'ai commencé en disant ceci: il paraît qu'une minute avant la mort, c'est la vie. C'est la vie. Avant que la vie ne me soit interdite, j'en parle. Oui. Car la vie est définie comme étant le fait ou la façon de vivre. C'est donc un état propre aux êtres vivants, l'ensemble des activités spontanées sur la planète depuis leur commencement. Et se manifeste par certaines caractéristiques du vivant, telles que la respiration, la nutrition, la reproduction, la croissance, le mouvement, l'interaction avec l'environnement, etc. Ainsi, la vie est appelée à se perpétuer malgré ses péripéties. Aussi tout humain, comme géniteur, et c'est ça le rôle de l'écriture. En fait, l'écrivain est un géniteur. Il accouche les textes, il donne vie à l'œuvre. Doit-il marquer la vie par ses empreintes et les laisser comme un héritage coulé, telle une source d'eau vive vers sa destinée, sa progéniture, son futur? C'est ça, l'héritage que nous sommes en train de laisser aux générations futures. Quand nous parlons des guerres, peut-être demain il n'y aura plus de guerres, mais nos enfants liront à travers ces livres que voilà, il y a un moment, notre pays était colonisé, et puis après la colonisation, il y a eu une sorte d'agression, et des guerres civiles, des guerres militaires, des guerres de positionnement, des guerres de pillage de nos ressources qui ont eu lieu. Et voilà comment est-ce qu'on a agi en ce temps-là. En tant qu'écrivain, la situation actuelle, ça vous échappe ou bien ça vous pique vraiment pour mettre ça aussi pour mettre ça en valeur pour la République démocratique du Congo et pourquoi pas pour le monde aussi? Nous sommes aussi en guerre et chacun utilise son arme. Et nous, notre arme, c'est notre plume. Et tant que nous utilisons notre plume, en fait, nous redonnons l'espoir à la population, à la communauté, et aussi nous redonnons de la force à ceux qui sont au front, parce que la guerre se passe à 3 niveaux. Au niveau du front, au niveau d'après-front pour la planification et au niveau idéologique. Sentez-vous coincé, sentez-vous bloqué pour laisser juste vos empreintes, parce qu'ici, il faut vivre, c'est laisser juste les empreintes. Vous, de votre côté, vu la situation, vu la montée de la tension, vu la crise sécuritaire, sentez-vous coincé, sentez-vous privé de vos droits pour ne pas laisser aussi des empreintes? Non, au contraire, nous sommes en train de prendre cela comme une heureuse opportunité d'inspiration. En fait, la muse qui inspire le poète que je suis se sert de n'importe quelle circonstance pour communiquer au peuple ce que doit être communiqué. Alors, maintenant, nous utilisons cela comme source d'inspiration et la guerre ici, et nous sommes en tout cas confiants qu'elle va passer.
Mais pendant qu'elle est encore là, nous la décrivons comme une déviation de l'humanité, comme un outil d'instrumentalisation de la volonté de Dieu de faire des créatures qui doivent vivre heureux. Alors, moi, je souhaiterais de toutes les façons que vous donnez juste même aux fidèles téléspectateurs qui vous suivent, enseigner le goût, en fait, le goût de cet ouvrage et partant de l'écriture, surtout en temps de crise dans un pays comme la République démocratique du Congo. Quel est le message clé alors, sur cet ouvrage? Écoutez, il est dit ceci. À compte-gouttes, l'écriture lyrique sointe des murs de cette génération en perdition. À peine perceptible, elle ronge petit à petit les fondations de mensonges sans fondement, solides qui sous-tendent la terre et les terriens. Goutte à goutte, la poétique s'installe dans les racines de la politique démagogique, en symbiose avec une démocratie factice. Quoi? As-tu parlé de démocratie? Où l'as-tu vu fonctionner correctement? Écoute, ne parle pas bêtement. Évoque plutôt ses aventures. Parle surtout de ses ratures et de ses pourritures. La démocrature, ses fioritures. Chez eux, chez nous, qu'elle devienne dictature pourvu qu'elle soit apte à rebâtir l'édifice de notre passé glorieux. Mais qu'elle se fracture à tout jamais si elle essaie d'assassiner la littérature. Et qu'elle s'en aille au diable si elle déteste l'essence de l'écriture. Et que personne ne paye ses factures si elle moleste l'essence de la culture et de la lecture. Que voulez-vous nous dire exactement? Nous sommes à la découverte de toutes les façons. Que voulez-vous nous dire d'une manière décodée? Parce que c'est un message codé. Alors, ce que nous sommes en train de dire ici, c'est que nous devons laisser la littérature s'exprimer correctement. La libre expression. Et les littérateurs, tu sais, souvent, les gens, comme je l'ai dit dans l'univers à l'envers, la vérité devient mensonge. Le mensonge devient vérité. Ici, dans notre société, on n'aime plus des gens qui disent la vérité. Alors que l'écrivain, c'est quelqu'un qui a signé un pacte avec la vérité. Il doit dire la vérité. Qu'elle blesse ou pas, lui, son devoir, c'est de dire la vérité. Alors, on est en train de vouloir étouffer cette vérité du littérateur, de l'écrivain. Alors, nous devons... Oui, nous disons que non. En tout cas, tout ce que nous devons faire, c'est en sorte que on ne puisse pas assassiner la littérature et qu'on reconnaisse, en fait, que l'écriture est très importante pour le fonctionnement normal de la société et que nous puissions valoriser la culture de la lecture. Aujourd'hui, par exemple, combien de Congolais lisent? Et c'est pourquoi ailleurs on a dit que si vous voulez cacher quelque chose au noir, mettez-le dans les livres. En fait, parce que dans les livres, il y a les secrets les plus profonds de l'épanouissement et du développement humain. L'apport des écrivains face à la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, c'est juste notre deuxième thématique. Je vais vraiment sauter. Il faut aller trop vite. Je suis à la page 49, 50. Le racisme nous décime. Justement, le racisme nous décime. Le racisme, en fait, c'est ce phénomène-là de considérer quelqu'un par la couleur de sa peau et comme quelqu'un qui ne vaut rien, comme quelqu'un qui n'a pas droit à l'existence, comme quelqu'un qui n'a pas droit à la vie. Et c'est-à-dire, le racisme ici voudrait dire aussi tribalisme, voudrait dire aussi régionalisme, voudrait dire aussi, en fait, ethnisme. Chaque fois qu'on met des différences entre l'homme par rapport à ses origines, par rapport à son apparence, par rapport à sa situation physique, et qu'on le dénigre pour ça, alors à ce moment-là, le racisme est en train de nous décimer. Alors s'il faut l'actualiser avec la situation de la République démocratique du Congo, ça a été vous qu'on est victime?
Justement, nous sommes victimes parce que nous avons tracé des barrières sociales entre nous. Celui-là, il est de telle région, celui-là, il vient de tel endroit, celui-là, il ne parle pas telle langue, celui-là parle telle langue. Entre nous, nous sommes les fils d'un même père. Et nous devons prôner cela. Au temps de Mobutu, un gouverneur que je connais d'ailleurs, Kondevila Kikande, qui était gouverneur au Nord Kivu, pourtant il est du Congo central. Et il a été parmi les meilleurs gouverneurs du Nord Kivu. Et il s'est fait élire député plusieurs fois plutôt au Nord Kivu qu'au Congo central. Et le monde est devenu fou. Ouais. Fou par rapport à notre situation. Oui. Fou par rapport en fait, ce n'est pas d'une manière de pouvoir dire si haut que la République démocratique du Congo est victime de l'agression. Le monde est devenu fou sur quel aspect? Le monde est devenu fou de ces hommes. Ces hommes impudiques qui épousent la bestialité répudiée par les bêtes, faisant d'elle une bêtise belle à exposer en public. En fait, comme aujourd'hui vous voyez, hein, les gens commencent à faire même des rapports sexuels en pleine la rue, avec les animaux, avec les enfants, la pédophilie, etc. Et ça, c'est de la pire folie. On voit les hommes s'appeler les femmes s'appeler hommes, etc. Des mariages homme-homme, femme-femme. Mais ça, c'est la folie. Le monde est devenu fou. Fou de ces hommes cupides qui s'accordent aux défections, qui s'accrochent aux défections comme les asticots aux excréments et qui se plaisent du malheur d'autrui comme des mouches sur une plaie non bandée. Le monde est devenu fou de ces hommes débiles qui déstabilisent la morale en déplaçant les bornes de l'immoralité jusqu'à la limite insupportable de la croissance humaine. Le monde est devenu fou. Peu importe la folie de notre société, ouais, ne meurt jamais. Ouais. Poésie ne meurt jamais. Ouais. Absolument, la poésie ne meurt jamais et sera toujours là. Toujours là. Parce que, en tout cas, il y a Saint John Perse qui a dit que quand les religions s'effondrent, c'est dans la poésie que trouve refuge le divin. Ils disent que, en fait, le poète, c'est le représentant de Dieu sur la terre. Voilà, je confirme. Oui, il dit que c'est vraiment un monde de vie et de vie intégrale. C'est-à-dire la poésie embrasse tous les domaines de la vie, tous les secteurs de la vie et fait vivre même les vivants. Ah, nous sommes arrivés juste à la fin de cette émission. J'en profite de toutes les façons pour cette dernière préoccupation, ma préoccupation. En attendant, Arnold Capella aussi se prépare de leur côté parce qu'ils m'ont dit, ils ont prévu juste une surprise, je ne sais pas moi, en fait, on va découvrir avec vous sur ces plateaux. La vie, c'est toute une école. Oui. La vie, c'est toute une école. Et c'est ça le message que je passe. Et là, j'ai en tout cas essayé de démontrer aux enfants et aux adultes que tous les jours, il faut apprendre, il faut s'actualiser, il faut connaître et il faut reconnaître. En fait, la littérature transmet la connaissance de père au fils et puis de génération en génération. Et qu'il y a les gens qui pensent qu'ils ont atteint la sommité de la connaissance et qui n'ont pas besoin d'apprendre. Aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, avec le monde en progrès très très rapide, nous devons continuer d'apprendre, sinon nous allons tous disparaître. Un message d'interpellation et message aux fidèles téléspectateurs qui vous ont suivi de toutes les façons pour l'écriture en RDC ainsi que l'apport des écrivains face à la crise sécuritaire. S'il faut le dire en un mot, que diriez-vous? Alors, en un mot, ce que nous allons dire, c'est que aujourd'hui, la littérature doit encore une fois de plus trouver sa place en République démocratique du Congo. Je l'ai dit, le père de cette république sont en fait des écrivains. J'ai cité Lumumba, j'ai cité Mobutu et bien d'autres. On voit aujourd'hui par exemple Kabila aussi
a commencé à écrire. Nous voyons les Camérés, ils écrivent. Nous voyons, en tout cas, la plupart de ceux qui sont au pouvoir ont écrit. Et ce qu'ils ont écrit est en train de façonner d'une façon ou d'une autre, en tout cas, la société congolaise. Nous vous disons merci pour cette lumière apportée à cette émission de Jeunes. C'est vraiment une richesse et surtout que c'est un livre qu'on saura d'écrire, tout de voilà en un seul jour. On peut prendre rendez-vous prochainement. Tout à fait, nous restons disponibles. Merci beaucoup, ça n'est fini pour aujourd'hui. Ah voilà, de toute façon j'ai une surprise parce que hier c'était juste bonjour, aujourd'hui. Ah, mes confrères ont prévu juste Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Journaliste par excellence. Merci beaucoup. Je ne sais quoi dire de toute façon. Même mes mots ne suffiront pour décrire ces gestes. Vraiment, ils ne suffiront pour décrire ces gestes. Dommage n'est que je ne suis pas poète. Hein. En fait, si j'étais poète, j'allais ressortir, j'allais avoir des mots qu'il me faut. Mais ce n'est pas poète. Ah, justement, parce que c'est la vie a ses encablures, la vie a ses courbures et la vie est toujours traversée, transcendée par ces mouvements-là qui nous poussent parfois à la joie, parfois à la tristesse. Et il y a de ces joies-là qui font pleurer et il y a de ces joies-là qui font manquer des mots. Vraiment. Mais alors, il faut toujours s'exprimer parce que les mots viennent du cœur et le cœur a toujours quelque chose à dire. Voici, les mots viennent du cœur. Moi, je peux quand même emprunter vos mots parce que bien que le monde soit fou, bien qu'il y a toujours le racisme qui ne cesse de nous décimer, je dirais, je ne mourrai jamais. Je ne peux pas mourir quand même. C'est juste votre poème qui m'a beaucoup plus édifié et partant de ces mots, j'en profite pour vous dire tous. Cette famille Show Télévision, merci beaucoup pour ces cadeaux, ces gestes, que Dieu vous bénisse en tout cas. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment merci beaucoup. Je suis fière de vous, merci infiniment. Au revoir. Au revoir. Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show, jeunes.